Les violences qui perdurent depuis le 13 mai sont en train de faire basculer le pays dans une crise financière et économique sans précédent. Entre dégâts matériels et conséquences socio-économiques, la situation qui était déjà difficile n'est apparemment pas près de s'arranger pour beaucoup de Calédoniens aujourd'hui. Et il est crucial de trouver des perspectives pour s'en sortir. Bonsoir et bienvenue dans Ça vous parle. 265 milliards de francs, c'est le coût estimé fin juin des dégâts matériels et humains affectant aussi bien le secteur privé que public. Environ 2000 entreprises sont touchées et 24 000 salariés se retrouvent au chômage ou sont en passe de l'être. Malgré les mesures économiques mises en place par l'État et le gouvernement depuis plusieurs semaines, l'efficacité de ces actions reste incertaine face à cette crise profonde. Quel avenir économique nous attend? L'économie calédonienne peut-elle se relever et comment? Ce soir, nous accueillons Séverine Blaise, maîtresse de conférences en économie politique à l'Université de Nouvelle-Calédonie, pour analyser justement les conséquences économiques de la crise sur la vie des Calédoniens. À vos côtés, Dominique Lefebvre, président de Biscochoc, dont l'entreprise a entièrement brûlé le 13 mai, partagera également son expérience et son point de vue sur la situation. Bonsoir et merci à tous les deux d'être là ce soir. Et puis dans sa chronique juridique aujourd'hui, Julie Beroy nous conseillera sur les réflexes à adopter en cas d'endettement. Alors Dominique Lefebvre, je le disais, quels impacts directs ont eu les émeutes sur Biscochoc, sur votre entreprise, sur votre société? Notre entreprise a été entièrement détruite dans la nuit du 13 au 14 mai. L'entreprise que nous avions à Ducos et la nouvelle usine que nous finissions de construire à Nouville, l'intérieur a été brûlé. Avec évidemment tout ce qui était neuf dans cette nouvelle usine, tout a été brûlé, donc il faut tout redémarrer. D'accord, et aujourd'hui vous êtes encore en activité? Non, plus du tout. On n'a plus du tout d'activité depuis le 14 mai, puisque tous nos stocks ont brûlé, tout a brûlé, quoi. Il n'y a plus rien. Et donc là, on s'est réorganisé justement pour pouvoir faire fabriquer chez un de nos confrères, pour aussi faire fabriquer en Europe, pour qu'on puisse redémarrer une activité, quoi, pour pas disparaître pendant au moins un an, quoi, D'accord. des rayons. Séverine Blaise, au-delà des dégâts matériels, la situation économique actuelle est-elle réellement inédite? Oui, tout à fait. Il est vrai que les dégâts matériels sont tout à fait considérables, mais quand même, je tenais au préalable à souligner que voilà, on va beaucoup parler de dégâts matériels, mais que ça n'est évidemment rien par rapport aux vies humaines qui ont été perdues dans la crise, hein. Une entreprise ou une infrastructure, ça peut se reconstruire. Une vie humaine, malheureusement, elle est perdue à jamais. Donc voilà, mais au-delà, oui, sur le plan économique, c'est tout à fait faramineux, l'ampleur des dégâts. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose justement de faire un état des lieux des impacts économiques des émeutes au pays, avec ce reportage de Maëlys Vézir diffusé dans notre édition spéciale du 8 juillet. Spectacle de désolation ce matin aux locaux de la SMTU, le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa. La quasi-totalité du site a été incendiée et vandalisée la nuit dernière. Les 20 employés occupant les bureaux ont tenté de sauver le mobilier, les archives et le matériel informatique encore intacts. Nos bus, ils sont complètement apolitiques. Nos bus, c'est juste Tanéo. C'est ce qui permet que quand ça peut marcher, qu'il y ait 20 000 personnes qui puissent aller au travail, qui puissent aller à l'école, qui puissent aller se soigner, qui puissent aller faire leurs démarches administratives, qui puissent aller faire leurs courses dans les quartiers où les commerces ils ont brûlé. Et là, simplement, déjà sur le terrain, c'était très compliqué, on ne pouvait pas reprendre parce que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Et ici, cet endroit, c'est là où les salariés du SMTU, les agents, ils travaillaient pour coordonner, pour piloter, pour organiser ce réseau de transport. Et bien là, ils ont réduit en cendres. Et la grosse question, c'est qu'est-ce qui nous reste comme accès aux serveurs, aux systèmes informatiques? Parce que c'est ça qui est crucial pour que le réseau puisse reprendre. Cette destruction s'ajoute aux 1 milliard de dégâts déjà estimés par le réseau Tanéo depuis le début des émeutes. Au total, le gouvernement a estimé le coût de la crise actuelle à 265 milliards de francs. La Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie dénombre 700 entreprises directement impactées, dont 15% d'entreprises individuelles et de patentées. 98% d'entre elles se situent dans le Grand Nouméa. Pour plus de la moitié des entreprises touchées, leurs locaux ont été détruits à hauteur de 50%. C'est le cas de Quentin Joubert, plus connu des Calédoniens sous le nom de King Taz. Il détient une petite SARL avec sa femme. Le coût des dégâts causés par les émeutes sur son entreprise s'élève à 4 millions de francs. Heureusement, on n'a pas d'employés,
du coup, parce que ça nous aurait mis encore plus dans la mouise, mais on prévoit de manger le chat le mois prochain. Enfin voilà, quoi, ça va être, on va se débrouiller, on va essayer de faire au mieux, quoi. C'est vrai que là, de perdre 80% de nos clients, ça va être compliqué. Et on va devoir se renouveler dans le sens où on va devoir trouver un autre travail à côté, parce que voilà, on a des charges, on a une fille, il faut qu'on vive. Donc rire, c'est bien, on va continuer à côté, mais voilà, il faut qu'on vive. Donc malheureusement, pour l'instant, on va pas pouvoir continuer à vivre de ça. À l'échelle du pays, le gouvernement a également recensé 1210 entreprises impactées indirectement par la crise, dont 40% de patentés. Le coût global de la reconstruction des outils économiques sera quant à lui communiqué ultérieurement. Voilà, Dominique Lefebvre, vous nous avez dit donc que la société est à l'arrêt pour l'instant. Vous en êtes où là? Quelle est la situation? Est-ce que, par exemple, vos assurances vous ont indemnisé? Pour l'instant, les assurances n'ont pas indemnisé. Là, on en est à la demande d'acompte. Ça se passe bien pour l'instant. Les assurances. Alors, j'ai 2 assurances différentes sur chaque site. J'ai une assurance différente. Oui. Et on attend les acomptes avec impatience. On a déjà nous lancé des nouvelles commandes et tout pour pas prendre trop de retard, hein, parce que vous savez, quand vous faites construire un matériel surtout spécifique comme les nôtres, il y a des délais d'attente qui peuvent aller jusqu'à plus d'1 an. Donc, il faut prendre son tour. Donc, il fallait lancer immédiatement. Est-ce que vos employés sont au chômage? Ça concerne d'ailleurs combien d'employés? Alors aujourd'hui, nous, on avait 65 salariés en CDI et à peu près 25 en CDD. Les CDD ont été arrêtés. Bon, ça tombait juste au moment où on n'emploie pas de CDD, puisque c'est très saisonnier, c'est juste pour Noël et Pâques, donc on les emploie 6 mois de l'année. Sur les 65 salariés que j'ai fait le choix de les payer en mai et de les payer en juin. Et je suis en bataille pour essayer de les faire payer par l'assurance, qui ne veut pas l'entendre de cette oreille-là, évidemment. Donc, probablement, certains vont aller au chômage, hélas, quoi. Mais d'autres, j'ai un confrère qui va faire beaucoup de notre production, donc ils vont partir chez ce confrère travailler. Donc, j'ai une équipe de direction qui reste autour de moi aussi pour travailler. Donc, finalement, ce sera moins de 30 salariés qui seront au chômage. Et là, pour combien de temps encore votre trésorerie peut vous permettre en quelque sorte la survie de l'entreprise? Alors, il faut comprendre que nous, on a guère de trésorerie, hein. Toutes les entreprises qui font de la production ont guère de trésorerie parce que nous sommes industriels. On fait le grand écart entre le moment où on achète, le moment où on vend et où on est payé. Donc, c'est un écart qui représente à peu près 6-7 mois. Donc, là, pour le coup, on n'a plus du tout de trésorerie et on travaille sur nos découverts. Ok, donc les banques sont plutôt Alors, coopérantes. les banques n'ont pas voulu l'entendre de cette oreille-là, justement. Contrairement aux annonces du ministre qui disait tout va bien, les banques vont être bienveillantes, les assurances seront bienveillantes. Un effort. C'est juste une parole de ministre, mais qui n'engage strictement personne. Séverine Blaise, l'arrêt ou la baisse d'activité pour ces entreprises impactées directement ou indirectement, comme on l'a vu dans le reportage, qu'est-ce que ça implique pour l'économie calédonienne? Eh bien, le risque, effectivement, hein, c'est qu'il y ait donc une baisse de la production et surtout une baisse de la consommation. Hein, c'est-à-dire que les Calédoniens s'enfoncent davantage encore chaque jour dans la précarité. Et donc, c'est ça le principal risque. Oui. Est-ce qu'on parle de récession? C'est bien ça? Alors en fait, la récession, c'est lorsque l'économie continue à croître, mais son taux de croissance est plus faible, en fait. Là, le risque, c'est même celui d'une dépression, c'est-à-dire d'une baisse du niveau de production. Joël Caazerero, qui était invité dans notre édition spéciale du 8 juillet dernier, annonçait un risque de déflation. Qu'est-ce que ça signifie concrètement et quand est-ce que ça devrait arriver du coup? Alors, la déflation, en fait, c'est une baisse du niveau général des prix. Et c'est une configuration, en fait, qui a été apparue dans l'entre-deux-guerres, quand il y a eu la Grande Dépression. Hein, et puis ensuite, dans le cas du Japon, dans les années 90, suite à l'éclatement de la bulle immobilière. Donc, voilà, c'est le niveau général des prix qui diminue.
Là, les premiers éléments qui sont à notre disposition, je fais notamment référence à l'étude de l'ISEE qui a sorti donc son étude sur l'évolution du niveau général des prix et qui montre que non, là, ce n'est pas une déflation, mais on continue à avoir une hausse des prix, une inflation qui est même record de près de 4% pour les produits alimentaires. D'accord, justement, alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça si on nous annonce une déflation, puis d'un autre côté, finalement, c'est l'inverse qui se passe? Eh bien, je pense qu'il y a des choses que un certain nombre de Calédoniens ont pu observer. Il y a des commerçants qui ont profité de la situation, parfois, pour augmenter les prix. Oui, l'enquête parlait justement d'une hausse record dans le domaine justement de l'alimentation. Tout à fait, oui. Voilà. Donc là encore, cela appellerait des mesures de réglementation un peu plus draconiennes. Parce que les prix, et ça nous renvoie au phénomène de la cherté de la vie, qui n'est pas nouveau en Nouvelle-Calédonie. Or, ce phénomène ne tient pas uniquement aux caractéristiques de l'économie insulaire et en particulier aux coûts de transport, mais tient également en grande partie aux marges, aux taux de marge qui sont appliqués par certains commerçants qui sont très élevés. Et donc, il y aurait là aussi des marges de manœuvre pour œuvrer dans le sens d'une diminution des prix en ayant un contrôle plus strict. Dominique Lefebvre, des mesures de soutien aux entreprises et aux patentés ont été déployées par les autorités publiques. Y êtes-vous éligible et en avez-vous bénéficié ? Oui, alors nous sommes éligibles. Alors la mesure phare, c'était la mesure des 3 000 € au mois de mai et des 6 000 € au mois de juin, ce qui représente absolument peanuts, parce que 3 plus 6, ça fait 9 000, ça fait 1 080 000 CFP, et ça représente même pas un cinquième de mes salaires. Donc, ça suffit pas. Le compte n'y est pas du tout, quoi. Pour l'instant, c'est la seule vraie mesure qui a été annoncée. Après, il y a du cas par cas. Ce qu'ils appellent le cas par cas, donc les entreprises qui font plus de 60 millions de chiffre d'affaires, etc. Donc là, on est éligible aussi, mais on attend d'avoir plus d'informations et de savoir comment ça va se passer. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui a été annoncé. Il n'y a pas grand-chose. Les aides ne sont pas du tout suffisantes. Non, les aides ne sont pas du tout suffisantes. Bon, il faut noter quand même que la province sud, en mai, avait décidé de payer les salaires des entreprises. Là, pour le coup, j'en ai bénéficié. Bon, c'était uniquement le mois de mai. Au mois de juin, on n'a rien eu. Donc, c'est tout, quoi. Pour l'instant, on attend, quoi. Séverine Blaise, depuis le début de la crise, l'État s'est engagé à soutenir l'économie et les collectivités calédoniennes à travers donc différentes mesures et aides financières. Aujourd'hui, est-ce que ces aides vous paraissent suffisantes pour justement faire face à cette crise ? Non, je pense que ça a été bien souligné par l'ensemble du monde économique. Non, évidemment que les mesures qui ont été annoncées jusqu'ici ne suffisent pas. Effectivement, donc comme on l'a dit, les banques et les assurances ont un rôle important à jouer ici. Elles devraient vraiment jouer ce rôle. Rappelons que le marché de l'assurance, comme les principales banques commerciales, se porte plutôt très bien. Elles ont engrangé des profits records ces dernières années. Et donc, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des efforts qui soient consentis pour aider les acteurs économiques qui sont le plus en difficulté. Ensuite, effectivement, la solidarité nationale au niveau de la France doit s'appliquer. Rappelons que l'État est quand même principalement responsable de cette crise politique majeure. Et donc, la solidarité nationale française doit pouvoir s'appliquer assez largement. Et puis ensuite, il y a tous les outils, toutes les solutions qui sont disponibles au niveau du pays. Là aussi, je pense que les solutions, elles doivent s'inscrire en accord avec 3 grands principes. Le principe de solidarité, un principe aussi peut-être de frugalité dans le sens où il faut peut-être aussi qu'on mette en œuvre des projets de développement d'infrastructures qui soient un peu plus mesurés, un peu plus en accord avec la réalité du territoire, l'échelle du territoire. J'ai souvenir que par le passé, un certain haut-commissaire s'était ému du coût exorbitant de certains grands projets de développement, notamment en l'occurrence la rénovation de l'aéroport de Tontouta.
donc d'être un petit peu plus mesuré aussi dans les projets et les grands projets de développement et d'infrastructure. Et puis, il faut également faire des économies. Et de ce point de vue-là, sans doute que les responsables politiques ont aussi un devoir d'exemplarité. Ce sont tous les Calédoniens, évidemment, qui vont être impactés à différents niveaux. Enfin, donc, au niveau interne, on a deux grands outils qui sont à notre disposition. La politique budgétaire. L'État peut intervenir en soutenant la demande par le biais de la fiscalité de son budget. C'est sans doute l'occasion d'approfondir la réforme fiscale, en particulier la réforme de la fiscalité directe. Et enfin, il y a également l'arme monétaire qui est aux mains de l'IEOM et une politique monétaire accommodante qui pourrait permettre de diminuer les taux d'intérêt et ainsi de favoriser la relance de l'activité. D'accord. Mais très concrètement, là, pour faire face à l'urgence, qu'est-ce qui serait, selon vous, le plus... Eh bien, il y a les aides, il y a les subventions, au-delà donc de la part qui sera prise en charge par l'assurance. Et la puissance publique va être contrainte, j'en ai bien peur, de s'endetter pour pouvoir assurer un minimum de protection sociale à l'ensemble des Calédoniens. Dominique Lefebvre, vous êtes d'accord? Comment est-ce que vous envisagez, vous, de rebondir, justement? Alors moi, personnellement, je vais rebondir au sein de mon entreprise. Après, au niveau public, je crois que les entreprises l'ont très fortement marqué ces temps-ci. On veut un véritable plan Marshall pour nous sauver l'économie. Après, ça fait 30 ans que nous n'avons jamais eu de réforme. Les politiques ici sont dans une dynamique électoraliste, mais hélas, ils ne réforment pas, quoi. On avait proposé beaucoup de solutions et ils n'ont jamais voulu nous écouter. Ils sont toujours dans leur démarche à eux. Aujourd'hui, on peut dire que ça nous a pété à la figure. Et puis maintenant, il va falloir réformer. Mais il ne va pas falloir réformer n'importe comment, parce que là, ça fait quand même 6 ans, 7 ans. On a, depuis 2016-2017, où nous avions un début de crise qui était vraiment là. Il y avait moins de business et tout. Et puis, ma foi, ça s'est accéléré avec le Covid, avec la guerre en Ukraine et maintenant les émeutes. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment dans une phase descendante totale et comme dans un avion quand on se crache. Vous voyez, et donc là, il va falloir réformer, mais comment, quoi? Parce qu'on ne va pas demander à une entreprise qui est par terre de payer plus d'impôts, de payer plus de cotisations sociales et tout. Non, il faut revoir tout le modèle économique. D'ailleurs, il n'y a pas que le modèle économique, il faut voir en même temps le modèle social et sociétal. Est-ce que justement une relance économique est possible justement sans accord politique? Il faut. Alors, moi, je suis pas un politique, donc je vais pas répondre forcément à ça, mais il me semble urgent aujourd'hui de revoir un modèle social et sociétal. On voit bien que les gens aujourd'hui il y a la valeur travail qui reste, mais c'est pas que la valeur travail. Il y a la valeur loisir qui est importante chez les jeunes qu'on embauche, et il faut réajuster tous ces paramètres. Oui. Séverine Blaise, la situation du pays était déjà alarmante avant les émeutes, notamment avec la crise du secteur nickel. Est-ce qu'on doit justement, selon vous, revoir notre modèle économique ? Complètement. En fait, je crois que cette triple crise, politique, économique et sociale, eh bien, il faut l'analyser en prenant un petit peu de hauteur et en la repositionnant dans un contexte plus large. Cette crise, en fait, elle nous renvoie aux impasses de notre modèle de développement, qui produit aujourd'hui 2 dégradations majeures à l'échelle de la planète, pas seulement en Nouvelle-Calédonie, mais un peu partout. Des dégradations majeures sur le plan social, avec une explosion des inégalités, et des dégradations environnementales irréversibles qui provoquent l'accélération des changements globaux. Donc, ça doit être véritablement le moment pour les Calédoniens de repenser un modèle de développement. Et n'oublions pas que l'économie, comme le droit, ce sont des outils qui sont là au service d'un projet politique. L'économie, c'est un moyen qui doit répondre à une fin qui est le développement humain. Et ça, on a tendance à trop souvent l'oublier. Et donc, pour
reconstruire l'économie, au préalable, il est indispensable qu'on s'accorde en Nouvelle-Calédonie sur un projet de société. Voilà. Ça, c'est tout à fait fondamental. On doit poursuivre le travail qu'ont commencé les responsables dans le cadre du schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie, NC 2025, où différentes options avaient été posées sans que véritablement on ne tranche sur le modèle de société qu'on veut mettre en œuvre. Il y a des réflexions fondamentales à avoir, notamment à réfléchir sur la règle de répartition du produit dans l'économie que l'on veut construire. Quel est le poids de la structure sociale kanak dans ce mode de répartition? Toutes ces questions-là fondamentales qu'on a occultées jusqu'à présent, eh bien, il est absolument urgent de les traiter, de s'accorder d'abord sur un projet de société pour reconstruire, mais reconstruire différemment, avec un modèle qui soit plus adapté aux spécificités de la culture kanak et des cultures océaniennes de façon générale, et surtout un modèle qui soit beaucoup plus soutenable. Vous êtes d'accord, Dominique Lefebvre? Est-ce que ça... Oui, personnellement, ça fait longtemps que je dis que vouloir traiter la question institutionnelle alors qu'on n'a pas de projet de société, ça sert strictement à rien, parce que qu'on dise oui ou non demain, ça changera rien à notre société. Et donc, il faut d'abord traiter ce projet de société. Et une fois que ce projet de société sera établi, j'insiste bien sur le social et le sociétal et l'économique après, parce qu'en fait, tout va suivre. Oui. Mais une fois qu'on aura traité, qu'on aura véritablement un projet de société, on pourra répondre assez facilement à une question institutionnelle, mais c'est pas le contraire. Aujourd'hui, on a des politiques qui n'ont fait que vouloir répondre à la question institutionnelle, et ils ont bloqué le système, ils ont bloqué l'économie, ils ont tout bloqué, et puis aujourd'hui, il faut en sortir, quoi. Et je suis assez d'accord avec ce projet. Et donc cette crise, est-ce qu'elle vous semble surmontable ? Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, donc oui, elle est totalement surmontable, et je l'ai déjà dit, mes enfants sont ici, ma femme m'a fait découvrir ce magnifique pays, donc aujourd'hui, il faut que je rende à ce pays ce qu'il m'a apporté, et je suis là pour ça. Et pour vous, Séverine, quelles sont les pistes selon vous pour l'avenir ? Eh bien, écoutez, les pistes, elles ont déjà été soulignées dans de très nombreux travaux de recherche. Il y a des secteurs qui paraissent fondamentaux à promouvoir, comme l'agroécologie, l'agriculture, la sylviculture ou la pêche, qui va en plus permettre une plus grande résilience de la population, et surtout le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui pourra répondre vraiment aux besoins essentiels de la population, grâce aussi à une restructuration des systèmes alimentaires. Quelle va être la suite là pour l'entreprise Biscochoc ? La suite, c'est qu'on commence à reconstruire, on change notre modèle économique aussi, parce que on a bien compris qu'il y aurait moins de consommation ici sur le territoire. Nous, on est dans un produit plaisir, puisqu'on ne fait que des produits à base de chocolat. Donc, ma foi, il faut mieux acheter 1 kilo de riz que 500 grammes de chocolat. Donc, les gens vont tout de suite aller au plus clair pour eux. Donc, aujourd'hui, on estime que nous, on aura une baisse d'environ 25 à 30% de notre chiffre d'affaires, et donc on est en train de se réinventer économiquement, justement pour faire de l'export, et tout basé sur l'export aujourd'hui. Très bien, on arrive au terme de cette émission. Avant de nous quitter, je vous propose de retrouver Julie Buroy pour sa chronique juridique. Ça vous arrive, que faire quand on se retrouve endetté ? Ça vous arrive d'avoir des dettes. Vous n'arrivez pas à payer une facture d'électricité, de téléphone, d'eau. Vous ne pouvez pas acquitter vos échéances crédit, RUAM ou impôts. Vous êtes ce qu'on appelle un débiteur de la dette, et l'organisme ou la personne à qui vous devez l'argent est le créancier. Quels sont les réflexes à avoir en tant que débiteur ? Premièrement, réagissez le plus tôt possible et n'attendez pas que votre situation s'aggrave. Réunissez les contrats, documents, tout ce qui est en lien avec la dette. Si vous ne les avez plus, demandez-les par écrit au créancier. Il n'y a jamais d'urgence à signer un document. Il est important de le comprendre. Votre signature vous engage. Alors renseignez-vous le plus tôt possible pour vérifier vos droits, vos obligations, vos possibilités d'action. La dette peut être prescrite, c'est-à-dire qu'elle est trop ancienne pour être réclamée. L'extinction de la dette par le temps est différente selon la nature de la dette. Ce que vous pouvez faire, c'est vous arranger à l'amiable avec votre créancier.
Vous n'êtes pas en faute, vous êtes en difficulté. Expliquez par écrit à votre créancier les raisons pour lesquelles vous êtes en difficulté. Vous pouvez lui demander soit d'échelonner la dette, soit de la reporter le temps que la situation s'améliore. Gardez votre écrit, le justificatif de réception par le créancier et conservez ces documents pour la suite de la procédure. Si le créancier refuse cette demande, il est possible de saisir le juge. Le juge dépend de la nature de votre dette. Et surtout, vous pouvez le saisir soit seul, soit avec un avocat gratuit. Le juge pourra, en matière civile, vous accorder la suspension du remboursement pendant 2 ans au maximum, décider que les sommes dues ne produiront aucun intérêt et fixer les modalités de remboursement des sommes reportées. Alors gardez bien les factures courrier reçues, réagissez et renseignez-vous le plus tôt possible afin de comprendre vos droits et obligations et de choisir vos possibilités d'action. Merci Julie pour ces éclairages. Merci beaucoup à mes invités Séverine Blaise et Dominique Lefebvre d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis merci à vous surtout de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.